Alors, bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un monde sans argent avec Gérard Leblanc. Donc Gérard, tu as été professeur d'université à l'université Paris 8, Paris 3, École nationale supérieure Louis Lumière. Tu as lancé avec Catherine Guénaud l'association Média Création Recherche, lieu d'incubation de projets artistiques et projets de vie. Tu es cinéaste et écrivain, tu as écrit entre autres ce livre magnifique dont on va parler un peu plus tard, En finir avec l'argent. Et tu prépares en ce moment avec ta partenaire un documentaire sur le monde sans argent, dont nous verrons à la fin de cette interview le teaser. Donc Gérard, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité, Jean-Philippe. Et aussi, je te parle au nom de l'association Mosica, que nous avons rencontrée justement au terme du travail que j'ai fait, d'écriture que j'ai fait autour de l'argent. Et ça nous a confirmé dans la conviction qu'on n'était pas seul à penser de cette façon. Eh oui, en fait, on est très nombreux à croire qu'on est seul à penser comme ça. Nous avons souvent reçu ce message d'encouragement en disant et dire que je pensais que j'étais seul à croire à un monde sans argent. Et donc, on est très nombreux à se croire seul. Alors, ton livre, Gérard, qui est une vraie pépite, je conseille vraiment à le lire. Donc, à ceux qui nous regardent et qui sont pour un monde sans argent, ce qui va être, à mon avis, très important, c'est que nous soyons vraiment tous ambassadeurs. Donc, c'est important d'enrichir son argumentaire. C'est un travail que je dirais qui doit être un peu régulier. Et donc, dans ton livre, on ne trouve pas forcément tous les détails qu'on peut rechercher du monde sans argent. Les gens aiment bien des fois avoir la question technique, combien de nombre d'heures on pourrait travailler, comment on pourrait avoir accès à ceci ou à cela. Et je trouvais ça très intelligent de ne pas le mettre parce qu'en fait, il y a énormément de possibilités d'organisation. Hein, nous en parlerons un petit peu plus tard. Mais par contre, c'est une recueil vraiment d'idées fortes et essentielles, je trouve, à connaître aujourd'hui. Et tu mets en lumière de nombreux paradoxes. C'est ça aussi que j'ai trouvé assez extraordinaire. Comme par exemple, l'humanité, quand elle part travailler dans une entreprise, son objectif, c'est de pousser des clients à consommer. Et quand elle retourne dans sa vie quotidienne et qu'elle doit avoir un esprit écologiste, elle doit ralentir sa consommation. Donc, le monde du travail qui pousse la consommation, et les citoyens qui doivent essayer de la ralentir. Donc, tu mets vraiment tout ça en avant. Et d'abord, ma première question, toute simple, est-ce que, voilà, tu peux nous expliquer comment ça t'est venu? Est-ce que c'est suite à un événement personnel, particulier, un film? Raconte-nous voir un peu le point de départ pour toi. Oui, ça fait longtemps, comme beaucoup, je réfléchis à la place de l'argent dans la société, mais au fil des années m'est venue la nécessité, l'idée et la nécessité de creuser une idée, à savoir comment l'argent est-il devenu pour nous le besoin principal et même exclusif de notre vie? Comment la société a pu nous faire croire que l'argent était un besoin réel et pas un besoin imaginaire? Un besoin réel parce que c'est le seul besoin dont la satisfaction conditionne la satisfaction de tous nos autres besoins. Sans argent, nous n'existons plus, nous ne sommes plus rien, non seulement nous ne valons plus rien, mais nous ne sommes plus rien. Voilà. Et c'est reparti. Là, c'était pas une réflexion de type économique, comme j'avais pu la faire, ou politique, ou économico-politique, mais une réflexion plus sur les idées, sur l'idéologie, comment effectivement on a pu individuellement, tous autant que nous sommes, ou presque, intérioriser l'idée que l'argent nous était absolument indispensable et nécessaire, qu'il était devenu une sorte de besoin naturel. Oui, l'argent était naturalisé, c'était presque un besoin physiologique et il était hérité comme on hérite génétiquement de nos parents, etc. Voilà. Donc, j'ai voulu creuser cette notion de besoin et le livre est centré avant tout sur une critique, sur une analyse critique de notre rapport finalement à l'argent, qui est très largement inconscient, qui nous échappe, comme nous échappent tous les gestes automatiques, automatisés que nous accomplissons autour de l'argent chaque jour. Voilà. C'est parti de là, au fond, et pas d'une C'est construction d'un système économique à partir de l'argent. d'accord. Ouais, donc une vraie réflexion personnelle. Ça fait penser à ce que disait René Descartes, que pour atteindre la vérité une fois, il faut vraiment se défaire de tous de toutes nos préconçus. Et donc, c'est en gros ce que tu as fait, c'est que tu as dit, mais attends, prenons du recul, est-ce que vraiment c'est quelque chose d'aussi nécessaire que ça, ou sommes-nous simplement conditionnés
par rapport à notre contexte historique, social, économique. Et c'est vrai qu'on a connu tous que ça. En fait, il y a quasiment plus de témoins de ce que pourrait fonctionner un monde où il n'y aurait pas d'argent. Et d'ailleurs, tu parles beaucoup de ce faux sentiment de liberté qui est lié à l'argent. Pour beaucoup de gens, l'argent, c'est la liberté de voyager, de faire pas mal de choses. Et donc, tu essayes un peu de recadrer quand même ça quand tu dis que, en fait, que l'argent n'est vraiment que esclavage. Hein. On travaille dans des conditions qui sont totalement imposées. On doit se soumettre souvent à un métier simplement parce que c'est celui qui est le débouché du moment, pas forcément lié à nos convictions. Tu parles de la difficulté de la reconversion, qu'on doit des fois déménager si le patron le demande, et tout ça pour une marchandise qui n'est pas accessible autrement que par l'argent. Donc, tu mets vraiment bien le cadre que vraiment l'esclavage lié à lui est énorme. Et pour aller un peu plus loin, tu dis aussi la seule liberté est finalement dans la négociation du prix, mais cela dépend encore du rapport de force. Je trouvais ça vraiment très intéressant, quoi. Et puis, moi, je rajouterais voilà, que les entreprises sont prises à la gorge si elles ne font pas de bénéfices, que la guerre commerciale est forcément liée à l'argent, donc l'argent nous retourne les uns contre les autres, et ça, on n'y peut rien. Et comment ça se fait-il que pourtant on n'arrive pas à remettre ça en question, alors que c'est vrai que quand on lit ton livre, on trouve que c'est énorme, en fait, finalement, l'esclavagisme lié à l'argent. Tout à fait. Mais au départ, on nous fait croire que l'argent, c'est-à-dire la société, toutes les instances de la société, nous font croire que l'argent est un moyen. Est un moyen, un simple moyen. C'est pas grand-chose au fond. C'est quelque chose qui sert à quelque chose, à autre chose. Et ce dont on ne prend pas conscience tout de suite, ou nous ne sommes pas beaucoup à en prendre conscience tout de suite ou rapidement, c'est que l'argent est en fait une fin. Tu l'expliques, est devenu une fin. N'est plus un moyen, mais est devenu une fin. Et c'est d'ailleurs la fin parfois d'une vie d'homme. Si l'on s'est endetté à vie dans des crédits pour sa maison, sa voiture, si on perd son emploi, si on n'en retrouve pas un équivalent, on est tout à fait exproprié et en tout cas tout à fait dépendant de l'argent. Au départ, l'argent pouvait constituer un moyen d'acheter effectivement une maison, un logement, une voiture, etc. Et en fait, on s'aperçoit que si on ne satisfait pas aux conditions qui vous ont fait qu'on a obtenu des crédits, eh bien, plus rien n'existe en fait. Plus de maison, plus de voiture, plus d'existence. Voilà. Donc, c'est ce passage de l'argent comme moyen, mais c'est une fiction, à l'argent fin que j'ai voulu aussi analyser parce que ça se passe inconsciemment. Jusqu'au bout, on croit que pour nous, l'argent est un moyen alors qu'il nous a servi complètement presque dans tous les gestes et dans tous les aspects de notre vie, dans le choix de notre lieu de vie, dans le choix de notre métier et parfois dans le choix de partenaires aussi sentimentaux, sexuels ou amicaux, puisque on dit souvent des amis, mais dans ce monde, les amis sont souvent des réseaux et les réseaux, c'est souvent des réseaux d'argent. Le moyen d'obtenir un emploi, le moyen d'obtenir une promotion, etc. Donc, presque tout dans notre vie, y compris ce qui paraît intime, est soumis, subordonné à l'argent, si bien que, au bout du compte, on aboutit à développer une conception de la nature humaine. Ouais, l'homme est cupide, l'homme ne pense justement qu'à l'argent, l'homme ne pense qu'à lui individuellement, l'homme ne pense pas aux autres, l'homme est en rivalité avec les autres, l'homme éprouve l'autre comme un concurrent, etc. Voilà. Et nous sommes enfermés dans une nature humaine qui nous définirait tous individuellement. Et ça, c'est terrible. C'est terrible parce que ça ne nous correspond pas. En tout cas, ça ne correspond pas à ce que nous pourrions être dans une autre organisation sociale où l'argent n'existerait pas. Ouais, et je trouve ça vraiment très intéressant et c'est vrai que moi je remets souvent un petit peu sur le fait que on a l'impression que tout le monde court après l'argent, comme si tout le monde il y avait une forme de cupidité. Mais ce que j'essaie de vraiment bien éclaircir, c'est que les gens, ce qui les intéresse, c'est pas l'argent, ce qui les intéresse est payant. Mais vu que tout est payant, on doit d'abord courir après l'argent. Donc c'est ça qu'on a l'impression que l'humanité court tout le temps après l'argent, comme si c'était une forme de besoin intrinsèque, physiologique, t'employais le terme. Et c'est vrai que dans notre société, ça serait presque l'équivalent de l'oxygène ou de la nourriture, parce que sans argent, t'as rien, quoi. Donc c'est vrai qu'on a ce mélange où tu te parles souvent d'intimité, que l'argent est dans toute notre intimité finalement quelque part. Ça modèle une façon de penser, des rapports sociaux avec les autres.
C'est vrai que pour les sorties avec des amis, bah, en fonction des portefeuilles, ça peut poser des problématiques, ça peut sélectionner peut-être des fois des sorties. Donc c'est vraiment très très important de remettre à ce point-là en question cette place qu'il a dans nos vies. Je vais te poser une question que tu as dû avoir à peu près 1000 fois, parce que les gens, la plupart, en fait, ils ont une grande difficulté à s'imaginer qu'on puisse travailler sans salaire, qu'on serait motivé à travailler sans salaire. Toi, tu leur réponds quoi? Écoute, moi je pense que c'est une des premières questions à se poser dans cette société. Euh, enfin, si on aspire à vivre heureux, hein, alors est-ce qu'on exerce une activité par plaisir ou uniquement pour gagner de l'argent? C'est la première question à se poser. Et je réponds tout de suite, oui, moi, quand j'exerce mon activité, je réponds d'abord pour moi, effectivement, je le fais d'abord par plaisir et si je n'obtenais aucune rémunération dans un monde sans argent, ça ne me dérangerait absolument pas. Pourvu que je puisse continuer à exercer cette activité, ça ne me dérangerait absolument pas. Et je pense que chacun et chacune d'entre nous doivent se poser cette question. Est-ce que si on répond oui, c'est pour l'argent, parce que vraiment le métier que je fais m'intéresse pas du tout, ben, non seulement il faut changer de métier, mais il faut changer de société. Il faut changer de société. C'est pas possible qu'il existe autant d'individus qui sacrifient leur vie à des activités qui ne les intéressent pas, qui les font souffrir mentalement, physiquement, euh, nerveusement, etc. C'est pas possible de vivre comme ça, et je veux dire, c'est pas une fatalité ou une nécessité sociale qui imposerait ce sacrifice à des millions de personnes qui ne font pas ce qu'ils aiment dans la vie. C'est comme si on vous imposait de faire couple avec quelqu'un que vous n'aimeriez pas. Et d'ailleurs, ça se voit aussi dans ce type de société, parce que je reviens à l'argent, excuse-moi, mais on se marie encore aujourd'hui souvent pour des raisons d'argent, hein, d'union de patrimoine, de croisement d'intérêts, de perspectives sociales d'avenir qui font que, ah oui, cet homme, ah oui, cette femme, ça serait bien. Bon, voilà. Donc effectivement, tu as raison, c'est la première question à se poser. Et est-ce que ce que je le fais par plaisir ou par contrainte? Tout ce qui est contrainte, on le voit aussi au niveau de l'école où on forme souvent, hélas, encore aujourd'hui, les élèves par la contrainte en leur disant, mais le travail, en leur disant pas, mais en leur faisant sentir, le travail, ça sera la contrainte. Il faut se lever à telle heure, il faut travailler jusqu'à telle heure, il ne faut pas aller aux toilettes parce qu'on est en train de faire quelque chose de productif, etc. Et on est éduqué très jeune dans cet esprit de finalement, on travaille, ben oui, il faut travailler. Mais ça vient aussi des temps, hein, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, on ajoute aujourd'hui de ton cerveau. Il y a une sorte de fatalité séculaire qui pèse sur nous, de contraintes séculaires. Et je rappelle que ces phrases bibliques ont été prononcées au temps de l'esclavage, justement, au temps où des hommes peinaient, se tuaient au travail sous le fouet de leur maître. Ça me fait penser à une étude très très étonnante qui est sortie dans Science et Vie hors série numéro 299 de cette année 2022 sur les grands gagnants du loto. C'est une étude qui a été faite dans l'université de Göteborg en Suède, où sur 295 gros gagnants du loto, donc des personnes qui n'ont plus du tout besoin de travailler, en fait 88% continuent leur job. Donc le besoin de s'intégrer dans la société est quand même plus fort que ce qu'on peut s'imaginer. Bon, à vrai dire, beaucoup de gens concèdent quand même que s'il n'y avait pas d'argent, on participerait à la société, on ferait des choses qui nous plaisent, qu'on ne s'ennuierait pas. Mais que réponds-tu? Parce que ça, c'est par rapport aux tâches difficiles, les tâches pénibles. Parce que c'est vraiment quelque chose qui inquiète beaucoup de gens sur le monde sans argent. Sur les tâches pénibles, attends, pour rebondir aussi sur ce que tu viens de dire,
c'est l'état de curiosité. Au fond, tu cites cette étude, et c'est 88% de personnes de gagnants qui continuent à travailler, mais nous sommes enfants. Quand nous sommes enfants, nous vivons en état de curiosité par rapport au monde et on essaie d'alimenter cette curiosité. Souvent, nous sommes déçus parce on nous dirige, on nous oriente vers des voies qui nous réduisent, enfin, qui réduisent nos ambitions, nos ouvertures au monde. Mais finalement, si on ne nous réduit pas à ça, à du fonctionnel, nous restons toujours à l'écoute et en questionnement. Et donc, on a besoin d'une activité cérébrale intense aussi. C'est ça. C'est pour ça que le travail continuera à exister dans un monde sans argent, parce que c'est aussi un besoin, comme celui de cultiver son corps, le besoin de cultiver son cerveau restera, demeurera, et c'est ça qui alimentera la recherche, mais aussi le travail dans l'industrie, dans l'agriculture et dans la culture, évidemment. Alors, tu me posais la question de savoir quelle question tu me posais d'ailleurs. J'ai peut-être Oui, je pense que tu as rebondi sur la première partie de ce que je disais. En fait, la question, c'était que tout le monde se pose, c'est qui va faire les tâches difficiles? Parce que oui. voilà, Alors, la plupart des gens concèdent qu'on a des vocations, une ou plusieurs vocations, mais les tâches difficiles, ça serait comment la mais solution? les tâches difficiles, d'abord, il faudra redéfinir ce qu'il y en est. Moi, je pense que, alors, là, on a parlé beaucoup du subjectif. Il y a aussi pas l'objectif, mais ce qui est extérieur au subjectif et qu'il faut organiser, c'est-à-dire une réorganisation de la production à partir d'une société qui est formée d'individus librement associés et où le collectif exercera un primat volontairement assumé par les individus qui composent ce collectif. Donc, la production aura pour but la satisfaction de nos besoins et pas la surconsommation, la satisfaction de nos besoins réels, nous les redéfinirons. Et les tâches qu'on appelle pénibles, qu'est-ce que c'est en général? C'est des tâches d'exécution, principalement manuelles, mais qui peuvent être aussi parfois intellectuelles dans les bureaux, etc., où on reproduit aussi. Il y a beaucoup de gestes de reproduction intellectuelle aussi, pas seulement manuels. Voilà. Eh bien, tout ce qui peut être reproduit au fond à l'identique le sera par des machines. On n'a pas besoin d'être humain pour reproduire une chose à l'identique. Et si on dit toujours aujourd'hui dans nos sociétés l'automation, l'automatisation, oui, les capitalistes veulent remplacer le travail humain pour faire du profit. Au contraire, il pourrait y avoir beaucoup plus d'automatisation et d'automation s'il n'y avait pas de capitalisme comme principe organisateur de la société. Parce que s'il y a encore beaucoup de travail humain dans les tâches répétitives, c'est parce qu'on fait plus d'argent sur le travail humain que l'on en ferait par rapport à l'investissement qu'il faudrait en machines. Donc, c'est pour ça que le travail humain est si peu encore remplacé. Alors, effectivement, donc les tâches pénibles, pour te répondre directement, elles seront assumées principalement par des machines. Et d'autre part, si on prend un exemple parmi tant d'autres, mais celui des déchets, parce qu'on cite souvent l'exemple des déchets, qu'est-ce que vous faites des déchets, les poubelles, etc. Il y aura effectivement une baisse drastique de la quantité des déchets produits socialement, parce que effectivement, on ne se nourrira plus de la même façon. Il y aura des circuits courts. Enfin, là, on entre un peu dans le détail, on n'aura pas le temps beaucoup de le faire, mais il y aura des circuits courts, on aura accès direct à des marchandises, donc il y aura beaucoup moins d'emballage, il y aura beaucoup moins, et on mangera ce qu'on achète, on gaspillera pas 30% de la nourriture dans les poubelles, effectivement. Donc, il y aura déjà beaucoup moins de déchets. Les déchets qui resteront seront tous recyclés, effectivement. Et même les déchets humains, si je puis dire, c'est-à-dire les excréments, par exemple, seront traités pour l'agriculture.
ce qui était déjà envisagé il y a longtemps et ce qui est maintenant abandonné parce qu'on fait des profits, encore une fois, sur tout, y compris sur nos déjections, si je puis dire. Voilà. Et quand je parle de déjection, je parle aussi de la mort, c'est-à-dire l'idée d'enterrer les corps dans des cercueils, de les laisser pourrir, au lieu de, comme le proposent certains, de les transformer en compost. Le corps humain pourrait très bien entrer dans des composts, et donc contribuer à l'enrichissement des sols, etc. Donc, on serait dans un tout autre espace de questionnement et de solutions qui nous écarterait de la notion de tâche pénible parce qu'elle serait finalement éliminée progressivement de la société. Et tant qu'elle ne le serait pas, elle serait partagée par tous les acteurs de cette société, bien sûr. Il n'y aurait plus d'individus spécialisés, si je puis dire, dans la pénibilité. Voilà. Merci, Gérard. C'est une réponse un peu profuse et proliférante. Oui, mais en même temps, c'est une question qui… Pardon? Il faudrait creuser chaque point, mais bon. C'est ça. Mais bon, il y a ton livre, il y a d'autres livres, il y a beaucoup de choses pour pouvoir creuser, mais c'est déjà excellent parce que tu permets de montrer une petite étendue de ce qui pourrait donner. Et d'ailleurs, j'aimerais rajouter deux petites choses aussi qui me paraît important d'avoir en tête par rapport à cette pénibilité. C'est qu'aujourd'hui, on construit de manière volontaire des choses éphémères, des choses qui sont faites pour durer un temps limité, avec plus d'une dizaine de techniques d'obsolescence programmée, ce qui est juste énorme, et ou soit qui vont être conçus pour être remplacés assez rapidement. Et d'ailleurs, je me suis toujours posé la question, les appareils électroménagers des années 80 durent bien plus longtemps que ceux qu'on fait aujourd'hui, parce qu'à l'époque, on réfléchissait pas autant que ça à l'obsolescence programmée. Mais il faudrait peut-être imaginer qu'on pourrait peut-être faire aujourd'hui, avec les connaissances que nous avons actuellement, peut-être des machines qui dureraient 40 ans, 50 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est totalement impossible de les construire parce que ça voudrait dire que c'est des consommateurs qui viendraient consommer 10 fois moins, ce qui serait très, très mauvais pour l'entreprise. Et il y a un autre point qui paraissait aussi important de souligner, c'est la notion aussi d'employé, parce que, comment dire, dans une entreprise, pour diminuer les charges salariales, on essaie d'avoir un minimum d'employés sur qui on pose un maximum de pression de travail. Et donc, pour faire une sorte un peu d'image, c'est comme un déménagement. Si on se retrouve qu'à 4 à faire un gros déménagement, ça devient une tâche pénible. Par contre, si on est 15, 20, il n'y a plus du tout de notion de pénibilité. Ça devient même agréable. On peut même s'amuser à faire ça. Et donc, c'est vrai que dans un monde où l'argent n'existe pas, où donc il n'y a pas de masse salariale, en se divisant les tâches, est-ce qu'elle serait encore pénible si on n'en fait que quelques heures de temps en temps? Selon toi, autre question que les gens se posent très souvent, c'est de se dire, oui, mais si c'est gratuit, les gens ils vont en prendre trop en termes de surconsommation. Tu leur réponds quoi à ça? Oui, si c'est gratuit, c'est-à-dire, ça serait pas gratuit, ça serait mis à disposition. Même la notion de gratuité, on oublierait ce que c'est, puisqu'on oublierait la notion d'argent. Donc, ça serait mis à disposition. Eh bien, effectivement, alors, il pourrait y avoir dans les premiers temps, ah oui, oui, ça j'en avais envie depuis longtemps, oui, oui, ça il me le faut, ça il me le faut. Peut-être, il pourrait y avoir un désir de s'approprier des biens dont on a rêvé pendant longtemps et qu'on n'a pas pu approcher ou se procurer dans les sociétés d'argent. Mais ça ne durerait pas, parce qu'il faut voir aussi que l'organisation changerait, mais les mentalités changeraient aussi, et peut-être les habitudes de consommation. Les habitudes de consommation, peut-être qu'on se précipiterait plus, par exemple, sur le sucre et sur les aliments à base de sucre, sur les gâteaux, parce qu'on aurait aussi gagné en conscience sur la diététique, sur comment s'alimenter pour vivre en forme et heureux, etc. Peut-être qu'on ne se précipiterait pas sur les voitures individuelles parce que on n'identifierait plus la voiture à quelque chose de valorisant pour soi-même, c'est-à-dire comme une incarnation de sa personne, n'est-ce pas?
et être puissant sur les routes et à égalité même avec les riches sur les routes, c'est un moteur aussi de la possession de la voiture. C'est pas seulement la nécessité de se rendre au travail. Souvent, les gens se rendent pas prendre leur voiture sans aucune raison, sinon qu'ils se sentent puissants à l'intérieur, puissants, protégés et inexpugnables en quelque sorte. Voilà. Donc, je pense que les mentalités changeraient beaucoup avec les habitudes de consommation, qu'on ne consommerait pas les mêmes jeux vidéo, qu'on ne consommerait pas les mêmes films, et que finalement les exigences aussi disparaîtraient. Les exigences anciennes, c'est-à-dire avoir, posséder le maximum de choses dont on s'aperçoit au bout du compte que c'est de la camelote, pour le dire vulgairement, et qu'il vaut mieux un beau couteau avec un manche qui fasse rêver parce il est ouvragé, il est pensé, une bonne lame, un couteau qu'on gardera peut-être toute sa vie ou en tout cas pas mal de dizaines d'années. Voilà, quelques objets comme ça qui sont des objets qui sont à la fois utiles et qui nous fassent rêver, qui soient à la fois dans la vie, dans notre vie quotidienne et dans notre imaginaire. C'est ça dont nous avons besoin finalement. Pas des objets fonctionnels et qui se réduisent à leur fonction. Et comme tu le dis, c'est des objets de toute façon dont l'obsolescence est programmée. Donc moi je crois que ce changement de société que nous souhaitons est aussi un changement de mentalité et que nos habitudes anciennes disparaîtront finalement très facilement et très rapidement, comme notre nature humaine, soi-disant avide, égoïste et concurrentielle. Oui, d'ailleurs, en échangeant avec d'autres personnes qui ont imaginé le monde sans argent, ce que tu as dit revient extrêmement souvent. C'est se dire que ce que tu disais au tout début là, que il y a beaucoup de gens qui sont dans le manque aujourd'hui. Ils pourraient avoir une première impulsion, mais une fois le manque rempli, est-ce qu'ils iraient prendre, est-ce qu'ils iraient surcharger leur salon? S'ils pouvaient prendre 18 canapés, est-ce qu'ils vont en prendre même que deux, quoi? Il y a vraiment cette notion de peut-être qu'il y aurait une pulsion dans un premier temps, et puis qui après se calmerait tout à fait naturellement. Après, moi, pour moi, ce qui est aussi important, c'est de s'imaginer que ça serait que sans argent, ça ne veut pas dire sans gestion. On pourrait parfaitement imaginer de produire en fonction d'une demande. On calcule combien d'objets pour tant de personnes on fait, puis on fait vraiment le nombre juste exact pour respecter notre environnement. Pas faire une surproduction où les gens pourraient se servir, mais vraiment réfléchir, faire un sondage. Bon alors, combien de chaises on doit produire, combien d'habits on doit produire, et puis vraiment se tenir à voilà quelque chose qui soit parfaitement ajusté pour l'environnement et sans qu'il y ait de manque. Et j'ai envie aussi de rajouter qu'il n'y aurait pas l'impulsion de la publicité. Par rapport à ce, parce que on reçoit entre 1200 et 2200 pubs par jour et par personne. C'est l'investissement qui est actuellement dans le monde. Je crois, que c'est le plus gros budget après les militaires. La publicité, c'est à peu près 800 milliards de dollars. Ça augmente de chaque année. Cette année, ça n'atteignait pas tout à fait, mais on n'était pas loin des 800 milliards de dollars d'investissement pour justement cette impulsion à en prendre trop. Genre, page 63 de ton livre, tu parles de la fin de la propriété individuelle. Nous, c'est vrai qu'au Mosica, pour nous, la propriété individuelle va continuer, même si on pourrait la nommer différemment, mais pour nous, le logement, il nous appartiendrait, parce qu'on aurait tous cette volonté-là, donc ça serait certainement un certain consensus, comme nos habits, nos affaires personnelles. Est-ce que tu peux préciser comment tu vois, toi, la fin de la propriété individuelle? Écoute, il y a pour l'instant la propriété individuelle, c'est la possession, l'assurance que l'on possède pour l'éternité des générations de sa famille un bien. C'est-à-dire, c'est un bien qui se transmet, qu'on s'approprie, mais qu'on se transmet. Moi, ce que je pense qui est important, c'est que c'est l'usage. C'est, au fond, quand je parlais d'un couteau tout à l'heure, bon, j'ai l'usage de ce couteau. Bon, est-ce que apposer un titre de propriété sur ce couteau dont j'ai l'usage et que personne va me prendre est absolument indispensable? Finalement, la propriété est indispensable par rapport à la transmission, par rapport à la perpétuation de la famille. C'est pas par rapport à la société ni par rapport à l'individu finalement. C'est par rapport à la famille, à la transmission des biens.
D'ailleurs, tout au long de sa vie, on augmente son patrimoine. Si possible, on devient de plus en plus riche ou on se ruine complètement. Enfin, ça dépend, hein, ça peut aller dans les deux sens. Mais voilà. Donc, est-ce que c'est ça qu'on veut? Non, on veut effectivement vivre dans un logement qui nous plaît, avoir des, voilà, mais avoir l'usage sans forcément le transmettre. De même, quand on fait un enfant, peut-être faut-il pas espérer se reproduire, mais produire une nouvelle vie qui aura son autonomie et qui se construira elle-même. Elle ne nous reproduit pas nous, elle se construit elle. Et notre vie, c'est apporter aux autres ce qu'on aura pu apporter. Et ça, c'est ça notre rôle. Et voilà. Donc, effectivement, ça peut paraître subversif, mais je mets en regard aussi la propriété individuelle et la propriété étatique, parce qu'il y a deux formes de propriété. La propriété bureaucratique aussi, qui fait que les gens sont nominalement propriétaire d'un bien, mais en fait, c'est l'État qui le possède. Donc, ni l'un ni l'autre, mais l'usage. Et si vous vous plaisez dans votre logement, personne ne viendra vous en tirer pour dire non, non, il faut mettre un tel à sa place. Non, ça sera pas un monde comme ça. Oui, donc en fait, c'est à peu près, c'est juste quasiment qu'un changement de terme par rapport à une philosophie du nous par rapport au jeu. Mais Oui. sinon, on est bien d'accord que chacun aura son logement Il y a autant qu'il le surtout souhaitera, sans qu'on oui, tout lui. à fait. Voilà. Il y a surtout un enjeu par rapport à la transmission. D'accord. Je crois que l'enjeu, c'est ça. C'est... Euh, Est-ce qu'on veut accroître le patrimoine de l'humanité ou est-ce qu'on veut accroître le patrimoine personnel et individuel? Voilà, c'est ça la question. euh, Excuse-moi. non, non, je t'en prie, Gérard. Alors, ça a bientôt touché à sa fin. Je voulais lire un passage de ton livre qui a beaucoup résonné en moi. C'est donc à un moment, tu expliques cette vision de ce monde-là, et c'est vrai que ça paraît le monde un peu des bisounours, hein, comme ça. Donc voilà ce que tu écris. Donc ça, c'est page 76. Facile à dire, difficile à faire. Ce que tu dis là, c'est utopique. Pire encore, démagogique. Comme un homme politique qui promet la lune sans en avoir le portefeuille. Mais dans une société sans argent, qui nous empêcherait de réaliser ce programme? Quel intérêt s'y opposerait? Au nom de qui? Au nom de quoi? Et c'est vrai que même si bon, tu concèdes que ça ne sera pas parfait, qu'il y aura quand même, voilà, l'humain restera l'humain, mais en même temps, oui, il n'y aura pas de guerre commerciale, donc oui, il y aura du partage des connaissances, oui, il n'y aura pas d'intérêt à faire surconsommer les autres, et donc oui, ce monde idyllique, enfin, en tout cas, moi, j'y crois autant que tu y crois. En tout cas, il sera certainement beaucoup plus idyllique que notre système marchand. Voilà pour terminer, Gérard, avant qu'on envoie le teaser de ton documentaire, est-ce que tu peux nous en parler, nous en dire quelques mots? Eh bien, c'est dans le cadre de notre association Média Création Recherche avec Catherine Guénaud que nous avons entrepris effectivement ce film qui est issu du livre finalement, qui est une sorte non pas de traduction du livre ou d'adaptation du livre, c'est pas ça, mais une extension du livre dans un autre média. Nous devons, en effet, nous avons pour projet de le réaliser au cours de cet hiver pour le proposer à des publics, non, j'aime pas ce mot-là, à des partenaires l'année prochaine, au cours de l'année prochaine. Voilà. Bah écoute, en dire plus, il faut voir le teaser, ça donne une idée du ton du film et finalement de son ambition, de son projet. Alors, simplement, il ne faudra pas attendre de nous un film de science-fiction, c'est-à-dire on ne construit pas la société future, on ne dit pas comment elle sera organisée, parce que politiquement, je pense que la construction de cette société dépend de chacun de nous, de chacun et de chacune de ceux qui s'associeront justement librement pour la construction de cette société et qu'il faut en finir avec les prophètes qui nous disent comment ça sera. Ça sera ce que nous ferons ça sera ce que nous ferons ensemble, ce que nous déciderons d'en faire. Ça, c'est très important. Il y a une phrase dans le livre que j'aime bien, excuse-moi de m'autociter, n'attendez pas de moi,
davantage que je n'attends de vous. Je crois que c'est un bon principe démocratique. J'adore, j'adore. Bon, bah écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. Pour petit rappel, donc le livre de Gérard Leblanc, vous pouvez le trouver chez K Éditions. Et Gérard a eu l'extrême bonté de le proposer gratuitement en version numérique que vous pouvez trouver sur le site du Meusica. Si vous voulez contribuer et aider au documentaire de Gérard, donc je mets le lien tout de suite sous cette vidéo. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Gérard. Merci Jean-Philippe et à très bientôt. Yes, avec plaisir. Allez, comme promis, le teaser. Bye bye. Bye bye.